Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur cette masterclass Maîtriser la propriété intellectuelle et l'IA pour sécuriser son développement à l'international. Je suis Marielle. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Comme vous l'a dit ma collègue, il est possible de flasher le QR code qui est sur les sièges pour mieux entendre avec les écouteurs. Voilà. Donc, je suis Marie-Hélène Guéraud. Je travaille au sein de BPI France Université. BPI France Université, c'est une plateforme e-learning qui est gratuite, qui est dédiée aux dirigeants d'entreprise et elle traite toutes les problématiques qui peuvent intéresser un entrepreneur. Voilà, ce sont des formations courtes et opérationnelles disponibles à tout moment. J'ai le plaisir d'être avec Adrien Vétrancourt du cabinet Ipside Group Santarelli et qui va maintenant vous faire une présentation sur la propriété intellectuelle, l'IA et le développement à l'international. Je vous précise également que vous pourrez poser des questions dans le chat tout au long de la présentation, même si vous êtes à distance, et que nous les traiterons dans le dernier quart d'heure. Voilà, merci Adrien. Bonjour à tous, donc Adrien Bétrancourt, donc je suis mandataire en brevet européen au sein du cabinet Ipside, qui est un cabinet de propriété industrielle qui maintenant en fait on a grandi récemment avec le rachat de Santarelli et de Brevalex, donc on est maintenant un groupe assez important. On a 250 personnes, aussi bien un département de brevet, un département de marque et aussi des avocats qui sont spécialisés en propriété industrielle. Moi, je vais vous parler, je remercie vivement BPI Université de m'avoir invité au BIG et de parler, on va dire, de propriété industrielle et d'intelligence artificielle. Surtout que le BIG, cette année, c'est le thème du progrès. Le progrès, donc l'intelligence artificielle, comme vous le savez tous, a quand même largement éclaté, on va dire, il n'y a pas longtemps, depuis 2023, avec l'intelligence artificielle générative, avec ChatGPT notamment, et qui est une sacrée révolution, on va dire, dans le domaine, qui va vraiment bouleverser, on va dire, nos métiers de manière générale. Donc, voilà, on va faire une présentation, on va dire, axée sur la propriété intellectuelle et l'IA. Donc, je vais vous faire ça en 3 parties. Une première partie, je vais vous faire des rappels sur la propriété intellectuelle, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, donc du coup, on va rappeler, on va dire, les différents types de propriété intellectuelle. Je vais vous parler après d'IA, et après, je vais vous parler de développement à l'international. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, elle est vaste. Elle est très, très vaste. Là, je vous ai donné un exemple. C'est un exemple, en fait, de vélo de service partagé que vous avez peut-être déjà vu, en fait, dans la rue. Ce vélo, en fait, il a été protégé par un brevet. Il a été protégé par un brevet parce que, comme vous pouvez le voir, ça permet de faire un stockage compact. Beaucoup plus compact que les Vélib, en fait, qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, ce stockage compact, le brevet il porte sur la structure, on va dire, du vélo qui a des connecteurs sur les côtés. Donc tous les vélos se connectent ensemble et ils peuvent se recharger avec une seule borne qui est au bout. Donc là, on a du brevet. On a aussi du dessin et modèle en fait, par rapport à ça, parce qu'il y a la forme du vélo qui est particulière. Donc on peut protéger cet aspect esthétique. Le brevet, c'est plutôt pour l'aspect technique qu'on va protéger. On a aussi après l'aspect de la marque, parce que forcément, il y a un service qui est là. Le vélo, il est vendu sous un service, donc il y a une marque en fait, qui a été déposée pour défendre finalement en fait, le service correspondant et en parler plus facilement. Il va y avoir du droit d'auteur, parce qu'il y a du code informatique, il y a des interfaces qui ont été créées, donc du coup, il y a un auteur en fait, qui a été là, donc du coup, il y a du droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, les brevets, dessins et marques, en fait, on va être déposé ça avec un titre de propriété industrielle. Le droit d'auteur, ça va être un droit qui va être généré en fait, directement par la création de l'auteur. Il va juste falloir la dater à un moment pour être sûr, on va dire, de la date. Et après, il va y avoir une base de données. Une base de données parce que les utilisateurs, en fait, il va falloir gérer ces utilisateurs-là d'une manière différente. Donc, du coup, la gestion des utilisateurs, elle est sur une base de données et la base de données, elle est protégeable aussi parce que c'est un ensemble de choses. Alors, base de données, en IA, en fait, on en a énormément. Donc voilà, donc c'est des choses en fait qui sont protégeables. Alors, juste un petit rappel d'un droit de propriété intellectuelle. Donc les brevets, marques ou un dessin modèle, en fait, grosso modo, il y a une référence bibliographique en fait qui est là, qui va donner, on va indiquer la date, le numéro de dépôt, le titulaire, le titre, on va dire des éléments. On va définir un périmètre de protection. De ce périmètre de protection,
en brevet, ça s'appelle un jeu de revendication. Donc on va dire, par exemple, on revendique la structure du vélo qui a les connecteurs sur les côtés. Bon. Ça peut être un libellé en marque pour définir les services, en fait, les produits et services en fait, de la marque qui est protégée. Et après, il peut y avoir des exemples. Alors les exemples, c'est surtout en brevet, parce qu'en fait, il va falloir expliquer comment ça marche. Voilà, on a un monopole d'exploitation, mais en contrepartie, il faut expliquer comment ça marche. Alors je vous explique ça parce que un droit de propriété intellectuelle, ça donne un monopole d'exploitation. Donc un monopole d'exploitation, c'est un droit d'interdire à quelqu'un de faire la même chose que ce que vous faites. Et c'est différent de ce qu'on appelle la liberté d'exploitation. Alors là, je vous donne un exemple juste pour vous expliquer en fait que le fait d'avoir un brevet, une marque, etc. Ça vous donne ce monopole, mais ça ne pas forcément vous autorise à exploiter, on va dire, l'invention qui est protégée. Je donne un exemple très simple on va faire un peu de fiction pour parler un peu à tout le monde. Là, vous avez l'évolution des roues au fil du temps. Et on va prendre la toute première. Ouais, c'est une roue en pierre. Et si on imagine qu'on est à la préhistoire, la première fois en fait, qu'on a inventé la roue, c'est grosso modo, en fait, on a mis un axe dans une pierre et on l'a fait rouler. Donc si on imagine qu'à l'époque, on pouvait déposer un brevet, on pourrait déposer un brevet sur une roue. Bon, pas très bien. Mais du coup, il y en a un qui imagine, ok, il y a un brevet sur une roue avec un axe. Bon, moi, je vais prendre l'axe, je vais mettre une deuxième roue de l'autre côté et je vais mettre un plateau. Je mets un plateau, donc du coup, je fais un chariot. Ce chariot permet de déplacer d'autres éléments que la pierre, pas forcément la pierre. Du coup, on peut aussi déposer une demande de brevet et l'obtenir parce qu'il y a un effet technique particulier, il y a un problème technique qui est résolu. Mais par contre, pour exploiter ce brevet sur le chariot qu'on va obtenir, il va falloir demander l'autorisation à celui qui a le brevet sur la roue pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est juste pour vous expliquer, un monopole d'exploitation ne vous donne pas l'autorisation d'exploiter. Il va falloir vérifier cette liberté d'exploitation. Les objectifs d'un droit de propriété industrielle, ils sont multiples. C'est la protection de son marché notamment, du coup l'invention. Ça peut être aussi juste de la communication, faire du marketing, expliquer, on va dire, tiens, on a plein de brevets, on a plein de technologies. Il y a certaines entreprises qui jouent aussi là-dessus. Ça peut être valorisé. Donc la valorisation, elle peut être multiple. On peut faire une cession d'un droit de propriété intellectuelle, on peut faire une licence, c'est-à-dire autoriser quelqu'un d'autre à exploiter ça. La cession, c'est vendre finalement en fait, le brevet à quelqu'un d'autre. Et ça permet aussi de sécuriser son marché et notamment ses investissements. Les investisseurs, en fait, quand ils viennent voir une entreprise, ils posent la première question qu'ils posent souvent, c'est est-ce que vous avez un brevet, est-ce que vous avez une marque? Parce que quand ils ont 2 ou 3, 4, voire 10 millions d'euros à investir, souvent, ils aiment bien que leur marché soit plutôt sécurisé. Donc ça sécurise l'investissement des financiers. Je vais faire un petit focus sur l'IA. L'IA, aujourd'hui, est un marché en très, très forte croissance. Voilà, c'est un marché qui, là, on est en 2023, on attend une croissance de quasiment 40% d'ici 2030. C'est un marché qui est vraiment très, très fort, qui est très fort en Europe, qui est très fort en Chine. Et quand on voit les principaux marchés en fait, où ils sont en forte croissance, c'est comme les États-Unis, qui sont le premier marché mondial. Et on a le marché Asie-Pacifique, qui est quand même aussi très important. Alors l'Europe, on est un petit peu, comme vous voyez, un petit peu en détail, un petit peu en recul. Les brevets, en fait, en intelligence artificielle, il y en a quand même beaucoup. Souvent, on entend dire un brevet, en fait, un logiciel n'est pas brevetable. Alors c'est en partie vrai, c'est en partie faux. C'est souvent, en fait, on arrive à protéger en fait un logiciel en fait en brevet parce qu'un logiciel c'est un procédé qui a plusieurs étapes
Et en fait, quand on arrive à montrer en fait, que ce procédé en fait, a quand même un effet technique, on arrive à protéger. On arrive à protéger, par exemple, un algorithme de compression d'une image. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça réduit en fait, la taille en fait, du fichier sur le disque dur. On arrive à protéger de la sécurisation en fait, de données. On arrive à protéger en fait, des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple, s'ils ont des réseaux de neurones en fait, particuliers, s'il y a des différentes couches, comment ça communique ensemble, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait vraiment un effet technique. Ce qu'on voit là, dans ce panorama, finalement, c'est que les États-Unis, en fait, sur les 0,7 millions de brevets en IA en vigueur en 2022, il y en a 40% qui sont aux États-Unis. 30% en Chine, et en Europe, il y en a 4%. Alors, c'est une stat qui est relativement intéressante. Alors, ce sont des brevets en fait, qui sont... le premier déposant est la Chine. En brevet en, fait, en IA, c'est la Chine en fait, depuis très longtemps. Parce qu'il y a, voilà, on vous expliquerai juste après, il y a une volonté, on va dire, du gouvernement chinois en fait, de développer, on va dire, la technologie et de montrer qu'ils sont les premiers dans le monde. Donc, ces brevets chinois, en fait, ils vont aux États-Unis, ils vont un peu en Europe. Donc, si on est une entreprise en intelligence artificielle, aujourd'hui européenne, il n'y a pas forcément beaucoup de brevets en Europe. Mais par contre, si on va aller sur des territoires comme la Chine et les États-Unis, il va falloir qu'on regarde quand même en détail ce qu'il y a. C'est voilà, il y a des entreprises aujourd'hui, OpenAI avec ChatGPT, ils ont quand même déposé et obtenu des brevets aux États-Unis. Hein. Donc c'est vrai qu'en Europe, on peut se dire tiens, c'est étonnant, mais ils ont obtenu des choses. Alors, ce graphe, en fait, il peut montrer que finalement en Europe, soit on ne protège pas assez, ce qui est peut-être dommage, soit on est peut-être un peu en retard aussi. Alors, il y a peut-être un peu des deux, mais bon, ça, après à vous de juger exactement. Au niveau de la réglementation en fait en IA, il y a quand même voilà, on va dire 3 zones. J'ai pris 3 zones pour les 3 principales zones, on va dire aujourd'hui. On a le gouvernement chinois qui a déposé depuis 2017, on va dire, des initiatives pour développer, on va dire, l'intelligence artificielle. Ils sont quand même très en avance en fait ils ont un plan stratégique par rapport à ça depuis 2017. Donc c'est un aspect très étatique en fait en Chine, avec un certain nombre d'éléments en fait qui permettent de vérifier, on va dire, le management en fait de l'IA générative. Alors il faut savoir qu'en Chine, voilà, les bases de données pour les utilisateurs chinois doivent être en Chine. Il faut qu'en Chine on suive vraiment la réglementation en fait de l'IA correspondante. Il y a un certain nombre de directives chinoises à ce sujet. Bon, pour différentes raisons, on va pas rentrer dans le détail à ce sujet. Voilà. Aux États-Unis, on a le président américain qui a déposé un executive order, donc c'est un équivalent d'un décret, on va dire, qui pourra indiquer en fait comment finalement on peut donner des guidelines aux entreprises pour dire voilà, l'intelligence artificielle, on va l'utiliser, mais il va falloir qu'on l'utilise de manière éthique et un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de points. Donc le gouvernement américain le président américain en fait a donné. Donc là en fait le NIST, donc le service américain en fait dédié en fait à l'informatique, a commencé à travailler en fait parce que c'est quand même assez récent. Et en fait ce qu'on voit c'est que bon c'est plutôt un décret, donc du coup c'est pas c'est pas imposé en fait aux différentes entreprises. Mais par contre, c'est plutôt sur de bon vouloir et il va y avoir un consortium d'entreprises en fait qui va regarder. Donc on est plutôt sur un aspect marché aux États-Unis avec un contrôle plutôt des entreprises en fait à ce sujet. Il va y avoir un consortium qui va regarder un petit peu voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors le consortium c'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, c'est bon. Après c'est un executive order, donc si demain on a un président qui à qui ça ne plaît plus, en fait l'executive order pourrait être changé et remplacé complètement. Donc, et en Europe, on est parti sur une voie très réglementaire. On a déposé il y a eu un IA Act en fait qui a été déposé, qui a été voté par le Parlement européen, qui fait 156 pages, donc c'est quand même assez lourd. Il y a beaucoup de règlements qui expliquent, on va dire, comment l'IA doit être utilisée,
qu'est-ce qu'il faut faire avec l'IA. Il y a différents cas en fait d'usage de l'IA avec des dommages-intérêts qui peuvent monter, qui sont très importantes. Alors ça fait un frein pour certaines entreprises. Ça fait un frein pour certaines entreprises et notamment ce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, le dernier iPhone en fait en Europe va être bridé par rapport à l'iPhone en fait aux États-Unis aux États-Unis. Il va être bridé parce qu'en fait ils sont pas tout à fait sûrs. Il faut qu'ils vérifient qu'ils sont bien conformes à l'IA Act. Donc voilà, donc il y a pas mal d'entreprises américaines qui sont en train de regarder très en détail en fait ce qu'on a mis en fait en Europe dans l'IA Act. Donc ça va s'imposer petit à petit, on va dire, dans le monde, un petit peu comme le RGPD. Finalement, on a imposé une réglementation en fait en Europe qui a eu des impacts un petit peu partout en fait dans le monde. Donc voilà, on est plutôt parti sur une voie très réglementaire en fait avec l'IA Act. On est là pour parler de développement à l'international. Quelle stratégie pays adopter à l'export? Alors, la première chose, en fait, quand vous allez partir à l'export, en fait, notamment une entreprise, il va falloir que vous anticipiez, en fait, ce que vous voulez faire. Il va falloir que vous analysiez votre marché de manière géographique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez aux États-Unis? Est-ce que vous voulez en Chine? Est-ce que vous voulez en Europe? Quel est le marché, en fait, finalement, que vous allez avoir? Donc, vous allez faire une analyse géographique, une analyse du coup concurrentielle. Est-ce que le marché en fait chinois, par exemple, vous avez beaucoup de concurrents et du coup vous allez avoir beaucoup de difficultés en fait pour pouvoir pénétrer ce marché. Donc il va falloir faire en fait un certain nombre de vérifications en fait avant. Par exemple, en fait, si vous avez une marque, il va falloir vérifier qu'il y a une disponibilité en fait locale de la marque. Si je prends un exemple très simple, il y a eu il y a quelques années, Usain Bolt en fait, qui a essayé en fait, de vendre des trottinettes en France. Donc il a débarqué des trottinettes en France et il les a déployées en fait, à Paris. Mais il n'avait pas fait attention qu'il y avait une marque Bolt qui protégeait le territoire français. Donc du coup, ils se sont fait injonction devant le tribunal et ça leur a coûté très très cher de devoir remplacer toutes les trottinettes, de devoir tout renommer, etc. Donc il faut faire attention quand même avant d'aller sur un marché et vérifier qu'il y a une disponibilité sur la marque notamment. C'est la même chose en brevet. Il faut vérifier qu'il y a une liberté d'exploitation. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez un brevet, vous avez protégé en fait, le marché en fait, qui vous intéresse. Mais si vous n'avez pas vérifié en fait, cette liberté d'exploitation, vous pouvez être embêté. Notamment si on parle en fait, du marché américain. Si vous allez sur le marché américain sans vérifier en fait, votre liberté d'exploitation, grosso modo, les dommages et intérêts en fait, sur lesquels vous allez avoir, ils sont multipliés par 3. Alors déjà que les dommages et intérêts aux États-Unis sont importants parce qu'ils sont liés, on va dire, au chiffre d'affaires, si en plus ils sont multipliés par 3, bon, ça commence à faire vraiment, vraiment mal. Hein. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc l'extension de votre protection de propriété intellectuelle, si vous allez sur le marché chinois, vous avez tout intérêt à anticiper, on va dire, cette protection. Et je parle d'autant plus, on va parler de la translittération en licence d'une marque à l'étranger. Si vous allez sur le marché chinois et que vous n'avez pas protégé en amont votre marque, vous risquez très fortement d'avoir un petit chinois, un petit malin qui a déposé votre marque avant. Parce que les Chinois, généralement, ils vérifient en fait, tous les registres en fait, dans le monde, toutes les publications dans le monde, et du coup, ils vont déposer des marques en fait, à votre nom. Pas à votre nom, mais en prenant votre nom à la place. Donc du coup, c'est un peu gênant. Après, il y a toutes les questions de translittération. Est-ce que votre marque, en fait, par exemple, à l'étranger, en chinois, est-ce que la translittération, on va dire, en caractère chinois, pose pas de problème en termes de sens? Si on prend un exemple de L'Oréal, quand ils sont partis en Chine, quand ils ont traduit leur marque en Chine, ils ont fait attention à leur translittération. Parce que s'ils fenaient la translittération phonétique de L'Oréal, apparemment, ça voulait dire quelque chose qui était proche de poubelle. Donc, ce n'est pas très glamour pour des parfums. Donc, ils ont préféré changer légèrement, on va dire, la translittération pour ça fasse plutôt penser au lotus qu'à la poubelle. Donc c'est des choses en fait qu'il faut travailler. Et le sens de la marque à l'étranger, c'est important. Hein. Il y a des exemples,
Par exemple, une entreprise comme Alcatel, Alcatel, si ça va sur un territoire arabe, ça veut dire le tueur. Bon, Blédina, si ça va sur le territoire russe, ça veut dire prostituée. Bon, c'est pas gênant, c'est un peu gênant quand même. Et inversement, une entreprise japonaise dans l'optique ou allemande qui s'appelle Hypercon, ils vont avoir du mal à venir en France. Donc c'est des choses en fait, voilà, on ne pense pas forcément, mais il faut quand même regarder, on va dire, tous ces éléments-là, notre translittération, essence en fait d'une marque. Et après, une question de contrat, le licensing. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin de discuter avec un partenaire en fait local. Donc du coup, vous avez besoin de faire des contrats, des licences pour en fait, finalement en fait avoir discuté de l'exploitation en fait d'un brevet en fait qui serait local, qui vous embêterait, etc. Donc il y a plein de stratégies en fait possibles pour partir à l'export. Alors, on va parler quand même un peu d'IA en fait, parce que l'IA, comme c'est quand même un outil en fait assez impressionnant en fait dans la mise en œuvre, on va dire, du développement. L'IA en fait peut être très utile en fait dans le développement. Ça peut être utile pour faciliter les cartographies de propriété intellectuelle, parce que dans une base de données brevets, il y a des millions et des millions et des millions de brevets. Donc du coup, analyser, on va dire, tous ces brevets-là. Donc nous, on a l'habitude en fait de faire des analyses. On fait ça, avec des mots-clés, des recherches. Mais voilà, la cartographie propriété intellectuelle avec de l'IA, c'est quand même des choses qui commencent à arriver, qui sont là. On a juste à mettre, on va dire, des documents, des notes techniques, etc. Et ça nous sort les documents qu'ils considèrent comme étant les plus proches. Alors, il peut y avoir des biais, il peut y avoir des choses, mais c'est des choses qui sont intéressantes pour faire de la cartographie. Donc, du coup, pour savoir quel endroit en fait la technologie, par exemple, si Tesla en fait elle fait des batteries, en fait, à quel endroit il y a des batteries en fait pour voir si le marché en fait est très concurrentiel ou au contraire en fait ils peuvent. Donc c'est très intéressant pour faire de la veille concurrentielle de manière générale, d'automatiser ça. Il y a quand même beaucoup de choses en fait qu'on peut automatiser. Donc du coup, on peut faire aussi de la détection de contrefaçon. Alors souvent, c'est fait par des grandes places de marché, des marketplaces en anglais, qui doivent vendre en fait des produits, qui mettent à disposition une plateforme de mise en relation entre des utilisateurs et des acheteurs. Et des vendeurs plutôt. Et ces vendeurs, en fait, il faut quand même vérifier que on n'a pas le droit de vendre n'importe quoi. Hein. Normalement, c'est une place de marché. Donc du coup, il faut quand même vérifier déjà que c'est pas contraire aux bonnes mœurs ou autres. Et du coup, on peut aussi vérifier en fait qu'il n'y a pas de contrefaçon. Je sais que notamment des grosses places de marché ont mis ça en place pour détecter est-ce que tel produit potentiellement serait contrefaisant, par exemple pour un sac en fait de luxe, etc. Est-ce qu'il serait proche, on va dire, et pour détecter la contrefaçon. Donc on commence à automatiser, à avoir des algorithmes en fait de reconnaissance en fait d'images, de comparaison, on va dire, de ces images-là par rapport à, on va dire, des bases de données qui permettent de donner, on va dire, un score de est-ce que potentiellement c'est contrefaisant ou c'est proche ou pas proche, et du coup après on peut déduire si ça pourrait être contrefaisant ou pas. Donc on peut automatiser, on va dire, cette surveillance en fait de brevets, donc de marques et autres, donc pour pouvoir effectivement dans le développement à l'international. Alors on peut aussi faire de l'évaluation de risque. Évaluer, on va dire, est-ce qu'on est sur un litige, est-ce qu'on est sur de la liberté d'exploitation. Alors là, c'est lié, on va dire, on va regarder si le périmètre de la protection, finalement, il est similaire en fait, à quelque chose si finalement le produit en fait, qu'on veut est similaire à une protection qui a été accordée. Donc on peut faire en fait, de l'évaluation de risque, on va dire, faciliter avec de l'IA. On peut bien entendu faciliter l'analyse de contrat. Même la rédaction de contrats, l'IA est générative, donc maintenant on commence à faire des choses de plus en plus propres, on va dire, en termes de génération de texte, et notamment ça peut être très utile, on va dire, en tout ce qui est traduction. Ça, vous en doutez, il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui de traduction basés sur l'IA. Alors si je prends un exemple, on va dire, une stratégie de développement, donc on part sur une entreprise française qui est là et qui a son marché. Donc généralement, la première chose qu'elle va faire, c'est protéger son marché.
Alors déjà pour plein de raisons, c'est que voilà, c'est marché français. Déjà en plus, déposer une demande de brevet en France, c'est fortement subventionné. Donc du coup, ça permet d'avoir un rapport de recherche en fait, de très bonne qualité pour un coût très faible. Donc du coup, ça permet de savoir si effectivement il y a des chances en fait, d'avoir une protection, on va dire, à l'étranger, voire de détecter d'éventuels, on va dire, documents qui pourraient être, on va dire, embêtants pour la liberté d'exploitation. Donc, donc généralement, en fait, ce qu'on préconise, c'est de commencer à protéger, le marché en France et après commencer à protéger, on va dire, à l'étranger. Alors, il faut savoir que la protection à l'étranger, vous avez des délais qui sont quand même importants. C'est des délais qu'on appelle des délais de priorité. C'est-à-dire que quand vous avez déposé une demande de brevet en France, vous avez 1 an pour l'étendre à l'étranger. 1 an, c'est court hein, pour une entreprise. Hein. C'est très très court. Donc souvent il y a des mécanismes en fait de demande de brevet international qui permettent de réserver une protection au bout d'un an dans 157 ou 8 pays en fait dans le monde. Et après qu'il faut confirmer 18 mois après. Donc ça donne un peu plus de temps. Ça fait 30 mois à partir du dépôt de la demande de brevet en France. À 2 ans et demi à peu près. Donc ça c'est voilà, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Et après il va falloir quand même réfléchir à quel est le marché en fait où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller en Europe? Est-ce que vous voulez aller en Chine? Est-ce que vous voulez aller aux États-Unis? Et après, avec les différents risques en fait, qu'il va y avoir, donc il va falloir que vous anticipiez, vous fassiez de la liberté d'exploitation pour être sûr que vous n'avez pas de soucis. Moi, j'ai des exemples en fait, récents où une entreprise en fait, allait déposer on va dire, une machine dans un port américain et au dernier moment, en fait, le bateau est allé dans un port canadien parce qu'en fait, ils savaient qu'il y avait la douane qui les attendait. Donc c'est un peu, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un concurrent qui était là, ils n'avaient pas forcément fait attention, mais ils ont eu l'information. Hein, donc heureusement pour eux, ils ont pu aller partir aux États-Unis pour vérifier qu'il n'y avait pas de souci en termes de liberté d'exploitation. Mais sinon, la machine était coincée en douane aux États-Unis, donc c'est un peu gênant. Donc c'est des choses qu'il faut quand même anticiper pour pouvoir effectivement être sûr qu'on est là. Donc on est là pour là-dessus, il faut que vous fassiez accompagner généralement. Et donc du coup en fait c'est des cabinets de propriété industrielle en fait comme je représente qui peuvent vous aider en fait à faire ces libertés d'exploitation, à faire ces interprétations finalement de revendications, de libellés en fait et autres, de signes, vérifier que la translittération. Donc il faut vraiment pas oublier en fait de faire appel à des conseils. Moi c'est le conseil que je peux vous donner, c'est faire appel à un conseil pour pouvoir effectivement assurer on va dire votre protection. Alors effectivement ça peut peut-être coûter un petit peu plus cher que de le faire soi-même, mais après il existe des aides, donc ça on pourra vous en parler si besoin. Pour si vous en voulez en savoir plus, en fait, on avait développé BPI France Université en fait nous avait sollicité pour pouvoir faire une vidéo en fait qui est sur leur site. Donc du coup, c'est inscrit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en fait. Il n'y a pas de et le site et voilà la vidéo. Ça dure je sais plus combien, 1h30 je crois de mémoire en fait. Mais c'est des petites vidéos de 5 minutes, hein, de 2-3 minutes je crois de mémoire. Donc sur la propriété intellectuelle pour se développer à l'international en toute sécurité. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à suivre on va dire cette vidéo. Donc du coup, voilà, il y a à peu près dans la vidéo à peu près plus de 500 formations en ligne. Donc là, je laisse peut-être Marie-Hélène, si elle souhaite, rajouter des choses sur Voilà, oui. Merci beaucoup, Adrien. Je sais pas Est-ce que vous m'entendez? Non. Vous m'entendez mieux? Oui, voilà, merci. Donc merci Adrien. Effectivement, BPI France Université, c'est plus de 500 formations. Vous retrouvez cette formation qui a été faite par Adrien et beaucoup d'autres. Là, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Je ne sais pas si vous en avez là pour le moment. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient l'IA pour le moment, si c'était très répandu ou encore marginal. C'est une très bonne question, effectivement. Est-ce que alors, il y a des entreprises qui l'utilisent, oui, ça c'est clairement. Les entreprises qui commencent à l'utiliser. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont quand même des freins, on va dire, pour l'utiliser, parce que voilà, il y a quand même, on ne sait pas trop. C'est un nouvel outil en fait qui arrive. On ne sait pas trop exactement comment ça marche, comment ça peut fonctionner. Est-ce que c'est sécurité, est-ce que c'est pas sécurité, etc.
Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, nous, on commence à y réfléchir, en fait, fortement. Forcément, on rédige des demandes de brevets et autres, donc on y réfléchit. Et c'est des choses, en fait, et on voit nos clients commencer à utiliser aussi ça. Moi, je vous encourage, si vous n'avez jamais créé de compte en fait, sur ChatGPT ou sur autre, ou sur Claude, ou sur, à regarder en détail en fait, comment ça marche. Souvent, les premiers comptes sont gratuits. Alors, au début, vous allez poser des questions. Mais après, il y a on va dire, toute une amélioration, on va dire, de l'écriture, on va dire, ce qu'on appelle un prompt, en fait, la manière d'écrire finalement, l'instruction, on va dire, à la machine. Il y a toute une manière de faire pour pouvoir donner. Il vaut mieux donner un contexte, il vaut mieux donner un personnage, il vaut mieux donner des choses pour que les résultats soient de mieux en mieux. Mais effectivement, c'est des choses qu'on voit apparaître en fait de plus en plus. Il y a pas mal d'entreprises qui ne se rendent pas forcément compte qu'elles pourraient gagner du temps de traitement pour un email, du temps de traitement pour. Il y a beaucoup d'automatismes en fait qu'on peut commencer à mettre en place. Voilà, donc c'est pour répondre à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ou bien vous avez eu toutes les informations que vous souhaitiez? On dirait que oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette masterclass. Il y aura d'autres masterclass BPI France Université dans la journée. Donc, je vous invite aussi à venir voir. Merci Adrien et à bientôt. Merci à tous. Si vous voulez me contacter, donc soit vous venez me voir, il n'y a pas de souci, après je vous donnerai mes coordonnées. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je vous ai mis mon lien LinkedIn. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers à toutes vos questions. Merci à tous.